été proclamé roi cet après-midi à l'abbaye de Westminster à Londres. Il devient officiellement le 66e roi d'Angleterre depuis Hailstone en 1927. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans cette édition spéciale consacrée en grande partie au couronnement de Charles III qui a donc commencé ce samedi dans les rues de Londres avec la cérémonie d'ouverture à l'abbaye de Westminster où 2000 personnes étaient conviées. Un défilé d'avions et d'hélicoptères a également eu lieu dans le paysage londonien. Nous reviendrons en détail sur cette cérémonie avec nos journalistes. Quel est le programme des festivités dans les prochaines heures? Qu'est-ce qui attend le monarque et la famille royale jusqu'à lundi et la fin des festivités? Nous essayerons d'y voir plus clair. Charles III, qui est donc âgé de 74 ans, il est le souverain le plus âgé à accéder au trône. Mais qui est-il vraiment? Nous lui consacrerons un portrait dans cette édition. Dans l'actualité également, la traditionnelle manifestation du 1er mai qui a eu lieu partout en France, une manifestation historique avec la crise sociale que traverse le pays depuis maintenant plus de 3 mois. Plus de 2 millions de personnes ont manifesté avec de nombreuses tensions, notamment dans la capitale. 540 personnes ont été interpellées partout en France. Et nous partirons découvrir Genève en Suisse, une ville où il fait bon vivre. Nous découvrirons une spécialité de la commune au cœur du fameux lac Léman. Son couronnement s'est tenu ce samedi à l'abbaye de Westminster à Londres devant plus de 2000 invités et des millions de téléspectateurs qui ont suivi la cérémonie devant leur écran. Charles III a donc été officiellement couronné, un couronnement que le peuple britannique n'avait pas connu depuis plus de 70 ans et le couronnement de sa mère, la reine Elisabeth. Je vous propose de revenir sur cet événement mondial grâce à ce reportage de Juliette Brice et Mathis Armand. L'événement qui a marqué ce week-end, c'est le couronnement de Charles III. 7 mois après le décès d'Élisabeth II, son fils a succédé à son trône ce samedi 6 mai. La famille royale anglaise, ainsi que des invités venus du monde entier, y compris Emmanuel Macron, se sont réunis à Londres à l'abbaye de Westminster. La cérémonie a été officialisée par l'archevêque de Canterbury, le chef spirituel de l'église anglicane. La cérémonie a commencé peu avant midi, avec le roi prêtant serment sur la Bible. L'onction du roi a ensuite eu lieu. Le moment le plus sacré de la cérémonie a pris place à l'abri des regards du grand public, mais aussi des invités, cachés par des écrans d'onction. Après avoir été loin d'huile sainte par l'archevêque, le roi s'est vu remettre la super tunica, un manteau d'or qu'il a porté pour le reste de la cérémonie. Suite à cela, l'on a présenté et remis au roi les regalia, différents objets représentant les différents pouvoirs du monarque. Après cela, il était temps pour l'investiture du roi. L'archevêque lui a posé la couronne de Saint-Étienne sur la tête. À ce moment clé de la cérémonie, les invités ont crié God Save the King. Les cloches de l'abbaye ont sonné et des coups de canon ont retenti dans tout le Royaume-Uni. Suite à quoi sa femme, Camilla, a elle aussi été couronnée, ce qui a clos la cérémonie. Le nouveau roi de l'Angleterre a fait sa sortie de l'abbaye au rythme de l'hymne national God Save the King, chanté par les chœurs et l'Assemblée. Charles III et son épouse sont retournés au palais de Buckingham en carrosse et sous les applaudissements de la foule amassée sur le chemin. Cette grande cérémonie était rythmée par des traditions datant de milliers d'années et témoigne de l'influence culturelle de la famille royale sur la population anglaise ainsi que le reste du monde. La cérémonie qui a donc bien eu lieu ce samedi comme nous venons de le voir, mais les festivités vont continuer jusqu'à lundi avec un concert notamment prévu demain. Mais qu'est-ce qui attend le roi et le reste de la famille royale dans les prochaines heures? Réponse Mathis Armand. Le couronnement du roi Charles III a eu lieu aujourd'hui en l'abbaye de Westminster. Qu'est-ce qui attend le nouveau monarque jusqu'à lundi? Ce dimanche, le roi et ses convives se retrouveront pour partager plusieurs repas à caractère caritatif et dégusteront la fameuse quiche royale végétarienne dont on a tant parlé. Un remake de la quiche Lorraine mais sans lardon. Vers 20 heures, un grand concert se produira devant le château de Buckingham Palace, où plusieurs artistes se produiront, comme la chanteuse star Katy Perry, ou encore Lionel Richie, et même aussi l'agent 007 Tom Cruise, qui sera de la partie, et bien d'autres personnages se produiront sur scène, avec également du théâtre et de l'opéra. Le jour suivant, le lundi 8 mai, les Britanniques pourront profiter d'un jour férié, uniquement cette année grâce au couronnement du roi Charles III.
Le royaume britannique appelle à la solidarité de son peuple, comme ce fut le cas en 1953 lors du couronnement de la reine Élisabeth II. Charles III qui aura dû attendre plus de 70 ans avant de monter sur le trône britannique et succéder à sa défunte mère, tante, aimée la reine Élisabeth II. Mais qui est-il vraiment? Quel a été son parcours? Je vous propose de découvrir son portrait dans ce reportage signé Émilie Dubac et Hugo Messager. Nous allons revenir sur sa longue vie de prince avant de parler de sa nouvelle vie de roi. Charles de Galles est prince d'Angleterre depuis 70 ans. C'est le premier à succéder au trône en ayant été prince héritier pendant aussi longtemps. Né en 1948, Charles est le fils aîné d'une fratrie de 4 enfants. Lorsque sa mère devient reine, le prince, âgé de 4 ans, devient son héritier direct. Il grandit au palais entouré de ses nourrices et gouvernantes, ses parents étaient plutôt peu présents. Il est couronné prince de Galles à l'âge de 20 ans. 3 ans plus tard, Charles suit les pas de son père, Philippe, puisqu'il entre dans la marine. Il y reste 5 ans, puis rejoint l'armée de l'air, la Royal Air Force. Le prince Charles est diplômé en licence d'anthropologie, d'archéologie et d'histoire. En 1977, Charles de Galles rencontre Diana Spencer, avec qui il se marie en juillet 1981. De son union avec Lady Diana, naît William, un an après, puis Harry en 1984. En 1996, le couple divorce. Diana Spencer a une bonne popularité en Angleterre et à l'étranger. Son décès dans un accident de voiture en 1997 reste un événement marquant. L'héritier du trône se marie en 2005 avec Camilla. La reine Elisabeth II refuse d'assister à la cérémonie. Le remariage de Charles fait l'objet de polémiques. Son épouse Camilla n'avait pas une bonne réputation. Elle était l'amante du prince Charles de Galles pendant son union avec Lady Di, puis a divorcé. Le temps passé, la reine avait fini par accepter la princesse au sein de la famille royale. Pour preuve, il y a quelques mois, elle a annoncé que Camilla deviendrait reine de consort à son décès. Jeudi 8 septembre, Charles de Galles s'est rendu au chevet de sa mère en tant que prince et en est reparti en tant que roi. Le lendemain, il a prononcé un discours dans lequel il a verbalisé son engagement pour le pays. Aux traditions et aux valeurs de la monarchie, Charles de Galles ne s'oppose toutefois pas à un peu de modernité. Le 10 septembre, Charles III est officiellement proclamé roi d'Angleterre. La reine Elisabeth II était appréciée par beaucoup dans le monde entier, le prince Charles de Galles moins. Il a été moqué puis critiqué à la suite de son union avec Camilla. La nouvelle reine consort d'Angleterre devra maintenant soutenir son époux dans son rôle de roi d'Angleterre, mais aussi du Commonwealth. Charles III devient à son tour le symbole de l'union de l'Angleterre, de l'Irlande du Nord, de l'Écosse et du Pays de Galles. Quand il était prince, Charles donnait régulièrement son avis politique. Maintenant qu'il est roi, il ne le donnera plus publiquement. Cependant, sa nouvelle place dans la famille royale sera l'occasion pour lui de mettre davantage en avant les causes qu'il défend, comme l'environnement. Le roi Charles III accède au trône dans un contexte particulier. Plusieurs mouvements d'indépendance ont été initiés dans certains États du Commonwealth. Charles III doit aussi régner sur cette organisation d'État qui est mise en péril. De plus, le Royaume-Uni est sorti de l'Union européenne depuis seulement 2 ans lors de l'entrée en vigueur du référendum de 2016. Ceci impacte notamment la monnaie utilisée. Et voilà ce que nous pouvions dire ce soir sur le couronnement du nouveau roi Charles III, dont nous y reviendrons bien entendu d'ici la fin de ce journal. Dans l'actualité également, et c'est moins joyeux, ce sont les traditionnelles manifestations de la fête du travail qui ont eu lieu ce lundi 1er mai, comme chaque année dans toute la France. Une manifestation historique qui s'est déroulée alors que le pays traverse une crise sociale sans précédent. De nombreuses tensions ont également eu lieu, notamment dans la capitale. Je vous propose de revenir sur cette journée dans ce reportage de Hugo Messager. Ce mercredi 1er mai, comme chaque année, avait lieu la traditionnelle manifestation de la fête du travail, qui a eu lieu cette année dans un contexte un peu particulier suite à la promulgation de la réforme des retraites du gouvernement Borne et de la contestation que cette réforme présente depuis maintenant presque 4 mois partout en France. Dans toute la France, plusieurs syndicats et manifestants se sont retrouvés. À Paris, les manifestants se sont rassemblés peu avant 14h et le lancement du cortège a eu lieu sur la place de la République à Paris, vers la place de la Nation. La statue de la place de la République avait d'ailleurs été brandie d'un t-shirt jaune avec écrit dessus, je cite, « Macron démission ». À 14h, la manifestation a démarré dans le calme, mais ce n'était que de courte durée puisque seulement quelques minutes après le rassemblement a commencé à dégénérer à la suite de tirs de pétards. Au sein de la manifestation, la police a, elle, par la suite lancé des tirs de gaz lacrymogène pour disperser les manifestations, ce qui s'est avéré être un échec puisque celles-ci ont continué par la suite. Dans les alentours de 16h, les manifestants se sont retrouvés au point d'arrivée place de la Nation à Paris. Pour évacuer les manifestants, la police a dû utiliser le fameux jet d'eau. Certains manifestants sont restés sur cette même place pour le démarrage d'une manifestation sauvage. D'autres se sont donné rendez-vous sur les réseaux sociaux à 20h précises.
dans les ruelles à quelques mètres du palais Garnier où des feux de poubelle ont été observés juste après la dissolution du groupe de manifestants. Durant ce rassemblement, le ministère de l'Intérieur a annoncé que 540 personnes ont été interpellées dans toute la France. Cette nouvelle journée de mobilisation a rassemblé 782 000 manifestants sur le ministère et d'après la CGT, ce sont 2 300 000 manifestants qui ont défilé dans les rues. Emmanuel Macron était en visite à Saintes, en Charente-Maritime, ce jeudi, à la rencontre des lycéens d'un lycée professionnel. Le chef de l'État qui a fait plusieurs annonces concernant l'éducation, avec notamment la rémunération des lycéens lors de leur période de stage. Elle sera de 50 € pour un élève de seconde, 75 € pour un élève en première et 100 € pour un élève en terminale à compter de la rentrée prochaine. Alors que vous êtes peut-être en train de remplir votre déclaration de revenus, la France est-elle championne du monde des impôts? C'est ce qu'a déclaré l'eurodéputé du Rassemblement national, Jean-Lin Lacapelle. Bonsoir Théo Tornet, alors est-ce vraiment le cas? Bonsoir mes équipes, bonsoir à tous et toutes. Alors on n'est pas si loin de la première place, mais non, la France n'est pas championne du monde des impôts. Et oui, c'est dommage. Et tout ceci provient de l'eurodéputé du Rassemblement national Jean-Lin Lacapelle, qui avait affirmé ce dimanche 30 avril sur France Info que nous sommes aujourd'hui le pays champion du monde des impôts, 45,3% de prélèvements fiscaux, un record en 2022. On l'a été avant pendant quelques années, mais on ne l'a plus depuis 2019. Par contre, on fait partie du top 3 des pays ayant l'impôt le plus élevé. À l'heure actuelle, d'après les chiffres de l'OCDE, c'est le Danemark qui a le taux de prélèvement obligatoire le plus élevé avec les impôts et les cotisations sociales qui représentent 47% du PIB contre 45% pour la France l'an dernier. Cela signifie que l'an dernier en France, les prélèvements obligatoires ont représenté 45% de la richesse produite par le pays en une année. Le vrai point qui a été énoncé par l'eurodéputé, c'est qu'il s'agit bien d'un record en France. En effet, en 2022, on bat un acheveu du record de 2017 avec un taux de prélèvement obligatoire qui passait de 45,1 à 45,3%. En Europe, la France fait effectivement partie des pays où les recettes fiscales sont les plus importantes, en rappelant que depuis les années 80, les prélèvements obligatoires ont toujours dépassé les 40% du PIB, c'est presque 10% de plus que la moyenne de l'OCDE. Attention quand on parle des prélèvements obligatoires qui ne concernent pas que les impôts, elles regroupent aussi les cotisations sociales, elles sont prélevées directement sur les salaires et servent à financer notamment l'assurance retraite, l'assurance maladie ou encore l'assurance chômage et toute aide du logement. Par ailleurs, avec ces cotisations sociales qui propulsent la France parmi les pays ayant le taux de prélèvement obligatoire le plus élevé, on peut aussi noter que la France est le pays d'Europe qui consacre le plus à la protection sociale, soit environ un tiers de son PIB. Autre information Théo, le ministre des Transports Clément Beaune a affirmé qu'il existe des bornes de recharge pour voitures électriques dans toutes les autoroutes de France. Est-ce vraiment le cas Théo? Alors tout dépend de quoi on parle. C'est vrai si on parle de la présence des bornes électriques sur les autoroutes, mais faux si on parle que toutes les aires en sont équipées. En effet, d'après les propos du ministre des Transports Clément Beaune, il a annoncé au micro de France Info lundi 24 avril que les sociétés d'autoroutes on leur a demandé de déployer des bornes électriques sur toutes les autoroutes de France. C'est désormais chose faite. Si on revient sur ce qu'il a annoncé, il existe bel et bien des bornes électriques sur les autoroutes, mais pas sur toutes les aires. Actuellement, environ 85% des aires en sont équipées, ce qu'affirme l'association des autoroutes, l'ASFA, et devrait atteindre les 100% d'ici l'automne, avec du retard d'après les objectifs du gouvernement qui étaient fixés à fin 2022. En ce qui concerne les grandes routes nationales sans péage ou les voies rapides qui en seront équipées, ça sera même pas la moitié des aires d'ici la fin de l'année. Ça progresse moins vite dans ce secteur. Il y aura une station de recharge toutes les 70 km environ sur les grands axes routiers de France, d'après le ministère de la Transition énergétique. De plus, il faut compter que la plupart des stations installées sur les autoroutes sont dites ultra rapides, c'est-à-dire qu'ils possèdent une puissance de 150 kW. Elles permettent de faire le plein plutôt rapidement, soit 25 minutes, mais il faudra payer plus cher, alors que pour la voiture thermique, c'est 12 € pour 100 km. Il reste des bornes qui sont moins puissantes, soit 50 kW,
Elles sont minoritaires mais restent moins chères avec une recharge complète de 1 heure à 3 heures. Le plus simple, et ce que rappelle l'association Aver France, c'est de faire son plein électrique à la maison ou au travail, car cela reste beaucoup moins cher que le carburant classique, vu que le rechargement se fait beaucoup plus lentement. Merci beaucoup Théo. Vladimir Poutine a-t-il été visé par une tentative d'assassinat? C'est ce qu'affirme en tout cas le Kremlin après la neutralisation de 2 drones ukrainiens dans la nuit de mardi à mercredi. Selon Moscou, ces drones ont été mis hors d'état de nuire grâce à un système de radar. Moscou qui a tenu à préciser que le président russe n'a pas été blessé. Toujours à l'étranger, au Soudan, à présent où la situation ne faiblit pas depuis presque un mois après qu'un conflit ait démarré entre l'armée au pouvoir et des forces paramilitaires, avec notamment plusieurs affrontements, c'est le sujet de notre décrypte de ce soir, signé Pierre Miel-Walter. En effet, les combats durent depuis désormais 3 semaines au Soudan. Les cessez-le-feu se suivent et se ressemblent, c'est-à-dire qu'ils ne sont qu'une pause dans un déluge de feu incessant. Cet immense pays charnière entre les mondes arabes et africains avait pourtant rejoint la deuxième vague de soulèvement démocratique en 2018. Le pays était alors mené par un dictateur islamiste, Omar al-Bashir, renversé par l'armée en 2019 à la suite de grandes manifestations de toutes les couches de la société. Depuis, le Soudan tente de se trouver une voie entre les revendications de la société civile très forte avec des organisations professionnelles puissantes, celles des ingénieurs, celles des médecins, et l'armée qui considère désormais que le pouvoir est au bout du fusil. La révolution démocratique a été véritablement détournée par les militaires et ce sont désormais 2 forces armées qui se font face depuis le 15 avril. Les ressortissants étrangers ont été exfiltrés, la population civile se terre ou s'enfuit quand elle le peut vers les pays voisins. Déjà plus de 100 000 personnes ont fui le pays selon l'ONU et le Soudan approcherait même du point de rupture selon le responsable des Nations Unies aux affaires humanitaires. Alors comment en est-on arrivé là et jusqu'où cela peut-il nous mener? Élément de réponse dans ce reportage. Preuve que 2 armées à la tête d'un pays, c'est une de trop. Le Soudan fait désormais face à un désastre humanitaire selon les Nations Unies. Les combats ont été déclenchés par les forces de soutien rapide, une milice dirigée par le général Hemeti, un homme déjà accusé dans le passé d'exactions Darfour et d'avoir massacré des manifestants à Khartoum. Ce dernier a dans son viseur un autre général, le chef de l'armée régulière Abdel Fattah al-Burhan, d'abord installé au pouvoir lors de la mise à l'écart du dictateur en 2019, puis qui a repris les commandes en 2021. Depuis, il a renégocié un compromis avec les civils, mais le processus étant dans l'impasse, les villes soudanaises sont aujourd'hui témoins d'une lutte à mort pour le pouvoir entre 2 hommes hier alliés. Ces combats réduisent quasiment à néant 4 années de soulèvement démocratique au Soudan, un échec de plus pour les aspirants à la liberté de cette région qui se heurtent depuis plus d'une décennie à de nombreux obstacles. Mais le Soudan n'est peut-être qu'au début d'une tragédie plus grande encore. Dans la région la plus à l'ouest du Soudan, aux confins du Tchad, au Darfour, le spectre des massacres des années 2000 semble être ranimé avec la reprise de combats entre groupes armés. À partir de 2003, un conflit à caractère génocidaire avait éclaté après une révolte de minorités ethniques non arabes brutalement réprimée par des milices constituées de nomades arabes envoyés par le régime dictatorial de l'époque. Ces milices ont d'ailleurs donné naissance aux forces de soutien rapide dirigées aujourd'hui par Hemeti. Bilan 300 000 morts selon les estimations et à la source du conflit, la répartition des terres, l'accès à l'eau ou encore les vols de bétail. Au Darfour et ailleurs dans le pays, ce sont donc les fractures ethniques, sociales et économiques qui ressurgissent et risquent de déboucher sur une véritable guerre civile. Alors qui pour désamorcer le conflit? Certains pays de la région comme Djibouti ou l'Union africaine elle-même tentent une médiation sans réel succès puisque les trêves successives et temporaires ne sont pas réellement respectées. Et puis il y a d'autres pays qui s'empressent de mettre de l'huile sur le feu. Il faut bien comprendre que les 2 généraux ont des appuis, ont des réseaux internationaux et cette guerre pourrait très probablement devenir un conflit par procuration avec des intérêts plus vastes.
Nous avons d'un côté l'Égypte d'Al-Sisi, ami du chef de l'armée régulière Abdel Fattah al-Burhan, et d'un autre, les Émirats arabes unis, auxquels le général Hemeti a fourni des hommes contre rétribution pour se battre au Yémen, ou encore le général Haftar, chef dissident de l'Est libyen. On peut même parler de la milice russe Wagner qui n'est jamais très loin lorsqu'un vide stratégique s'installe sur le continent africain et qui entretient des liens d'affaires avec le général Hemeti. Dans le dérèglement actuel du monde, avec des Nations Unies entravées, incapables d'accomplir leur mission, les fauteurs de troubles ont la main libre. Mais la menace d'une tragédie humaine devrait susciter plus de mobilisation diplomatique, au moins auprès de tous ceux qui ont la moindre prise sur cette crise, y compris également le Tchad et l'Arabie Saoudite. Après avoir sauvé les étrangers, peut-on laisser 45 millions de Soudanais à la merci de deux généraux assoiffés de pouvoir? Je vous propose à présent de partir découvrir une île onctueuse à seulement 1 heure de ville en avion de la capitale. Il s'agit de Genève, en Suisse, avec ses merveilleux paysages très fleuris, vous allez le voir, et de son fameux lac Clément, tant célèbre. Reportage signé Romain Lucas. En avançant sur le quai Gustave-Ador, j'ai pu flâner dans l'un des marchés, et même pu entendre quelques cloches typiques, qui ne sont pas sans rappeler les montagnes et notamment les Alpes à quelques dizaines de kilomètres de Genève. C'est d'ailleurs les glaciers des montagnes et le Rhône qui sont à l'origine du lac Clément. D'ici, nous pouvons apercevoir la Grande Roue de Genève, l'une des attractions de la ville permettant d'avoir une vue panoramique sur toute la commune suisse. Mais pour nous, direction un autre incontournable, l'horloge fleurie. Créée en 1995, elle est devenue depuis l'un des symboles de la ville, photographiée chaque jour par des centaines de touristes. Ces fleurs sont entretenues de façon naturelle sans aucun produit phytosanitaire. Elles sont changées 4 fois dans l'année afin de s'adapter à chacune des saisons. La beauté de cette horloge nous ferait presque oublier que le temps presse pour aller découvrir un autre emblème de Genève non loin d'ici, son jet d'eau. Une fois arrivés, nous sommes impressionnés par la hauteur de ce jet, 140 mètres de haut. À l'origine, une société genevoise pompait et distribuait de l'eau sous haute pression pour les artisans. Alors que la demande diminuait, la pression dans la canalisation a été réduite, faisant jaillir un jet d'eau de quelques mètres. Voilà ce qui donna naissance au jet d'eau que l'on observe aujourd'hui. Il est devenu depuis l'un des emblèmes de la ville et la principale attraction touristique de Genève. Que de belles images que vous pouvez retrouver en intégralité dans l'émission À la découverte présentée par Romain Lucas qui est d'ores et déjà disponible sur notre chaîne YouTube. Et avant de refermer ce journal, je vous propose de revenir sur la principale information, celle du couronnement du roi Charles III, qui a eu lieu aujourd'hui au Royaume-Uni, premier couronnement depuis plus de 70 ans, et celui de sa mère, la reine Elisabeth II. Cette cérémonie qui a eu lieu en présence de nombreux invités, comme la première dame ukrainienne, Olena Zelenska, le président français et sa femme Brigitte Macron étaient aussi présents, mais également le prince Harry, qui n'était pas en présence, lui, de son épouse Meghan Markle. Le roi qui est arrivé à 11h53, très précisément à l'abbaye de Westminster, où s'est déroulée la cérémonie, avant de retourner à Buckingham pour la première photo au balcon du nouveau roi Charles III, qui devient donc officiellement le 66e roi d'Angleterre depuis l'an 927. Et c'est ainsi que se termine ce journal. Mercredi, vous avez rendez-vous avec votre tout nouveau podcast, Capsule Tech, présenté par Noé Zizelin, pour le premier numéro que vous aurez le plaisir de retrouver sur YouTube. Dans 15 jours pour l'information, vous retrouverez Stephen Combe. Et allez, nous on va se quitter avec ces images du nouveau roi Charles III qui a donc été officiellement couronné aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente soirée.
Depuis le 1er décembre 2021, ARA Info est aussi présent sur le site internet arainfo.fr. Vous pouvez y retrouver de nombreux articles pour mieux analyser l'actualité grâce à nos rédacteurs. Nous vous proposons par ailleurs de redécouvrir tous nos contenus sur une seule plateforme.